Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour parler de philosophie. La dernière vidéo que nous avons mise en ligne, on parlait de Socrate, considéré comme le père de la philosophie. Aujourd'hui donc, nous avons bien sûr réitéré en mots un angle, un concept disons mieux, qui était les sophistes. On parlait des sophistes dans cette vidéo, mais aujourd'hui on est venu pour vous parler pour vous dire disons mieux ce qu'est le sophisme. Vous présenter quelques sophistes donc pour vous montrer l'importance qu'est-ce que c'est en réalité le sophisme, cette doctrine, qu'est-ce que c'est. Donc on va observer notre toute première pause, comme à l'accoutumée, on va s'enjaillir sur l'intro. Encore une fois, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, bien sûr. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo, posez vos questions dans les commentaires. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à poser-les parce qu'on est là pour vous aider à atteindre le sommet de l'intelligence. Donc, on vous revient tout de suite après la pause. Bienvenue sur La Vie. Encore une fois, on est de retour. Bien sûr, on est de retour après la pause. On est joyeux à l'idée d'être là avec vous dans une nouvelle vidéo pour vous aider à atteindre le sommet de l'intelligence. Ça nous fait plaisir. Bien oui, ça nous fait plaisir. Ce sera pour nous toujours un plaisir pour vous aider à atteindre le sommet de l'intelligence. Vous suivez la voie de l'intelligence dit La Vie. On est là aujourd'hui. On va parler de ce qu'on appelle le sophisme. Avant, on vous invite à vous abonner, partager la vidéo, poser vos questions dans les commentaires si vous en avez bien sûr. C'est ainsi que vous pouvez nous encourager pour le travail. Donc c'est ainsi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous aimez bien sûr. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est ainsi. Donc on va parler bien sûr de sophisme. Parce que dans la dernière vidéo que nous avons fait, on a parlé de sophisme, là-dedans on a parlé de Gorgias. Aujourd'hui on va vous parler plutôt de ce qu'est le sophisme. On peut dire, mes chers enfants, le sophisme est un procédé rhétorique. Donc une argumentation analogique fallacieuse, c'est un raisonnement qui porte en lui l'apparence de la rigueur, voire l'évidence, mais qui n'est du tout pas en réalité, c'est-à-dire pas valide au sens de la logique, quand bien même sa conclusion serait pourtant vraie. À la différence du paralogisme, erreur dans le raisonnement d'un émetteur de bonne foi, ne cherchant pas à tromper le récepteur, le sophisme par contre est quant à lui fallacieux. Il est prononcé et énoncé avec l'intention cachée de tromper le destinataire ou l'auditoire, enfin, par exemple, de prendre l'avantage sur lui dans une discussion, dans le cadre d'un désaccord de fond, d'un débat entre deux thèses. Le mot sophisme dérive du latin, vous devez savoir ça, sophisma, issu du grec ancien, sophisma, qui signifie habilité, invention ingénieuse, raisonnement trompeur. Ce mot grec est formé sur Sophia. Vous savez bien, donc, si vous l'avez déjà vu notre première vidéo sur le petit Ila, donc on vous le propose, on vous invite à regarder cette première vidéo. On avait déjà parlé de Sophia qui est sagesse, ou encore savoir, et désigne dans l'Antiquité grecque le type de discours prononcé par les sophistes. Littéralement, ceux qui sont spécialistes du savoir, orateurs, prestigieux et professeurs d'éloquence,
ou plus globalement de rhétorique, dont le but était surtout de persuader l'auditoire dans les assemblées ou les tribunaux, bien souvent au mépris de la vérité elle-même. Donc, on vous invite à écouter le discours d'un sophiste ainsi que le philosophe Socrate. Donc, tout de suite après ce discours, on revient pour vous expliquer ce qu'est réellement le sophisme ainsi que ce qu'on appelle les sophistes. Fais montre de ce talent dont tu te vantes, la brièveté. Laisse les longs discours pour une autre occasion. Gorgias, c'est ce que je vais faire, et tu conviendras que tu n'as jamais entendu parler plus brièvement. Socrate. Eh bien donc, puisque tu prétends être savant dans l'art de la rhétorique, et capable de former des orateurs, dis-moi quel est l'objet particulier de la rhétorique. Par exemple, l'art du tisserand a pour objet la confection des habits, n'est-il pas vrai? Gorgias. Oui. Socrate. Et la musique, la composition des chants. Gorgias. Oui. Socrate. Parera, Gorgias. J'admire tes réponses. On en saurait faire de plus courtes. Gorgias. Je crois en effet, Socrate, que je ne m'en acquitte pas mal. Socrate. C'est juste. Réponds-moi donc de la même façon sur la rhétorique. De quel objet particulier est-elle la science? Gorgias. Des discours. Socrate. De quel discours, Gorgias? Est-ce de ceux qui indiquent aux malades le régime qu'ils doivent suivre pour se rétablir? Gorgias. Non. Socrate. La rhétorique n'a donc pas pour objet tous les discours. Gorgias. Assurément non. Socrate. Cependant, elle rend capable de parler. Gorgias. Oui. Socrate. Et par conséquent aussi de penser sur les choses dont elle apprend à parler. Gorgias. Cela va de soi. Socrate. Mais la médecine dont nous parlions tout à l'heure ne met-elle pas en état de penser et de parler sur les malades? Gorgias. Nécessairement. Socrate. Par conséquent, la médecine aussi, à ce qu'il paraît, a pour objet les discours. Gorgias. Oui. Socrate. Ce qui concerne les maladies? Gorgias. Précisément. Socrate. La gymnastique aussi a pour objet les discours relatifs à la bonne et à la mauvaise disposition des corps. Gorgias. Assurément. Socrate. Et il en est de même, Gorgias, des autres arts. Chacun d'eux a pour objet les discours relatifs à la chose sur laquelle il s'exerce. Gorgias. Évidemment. Socrate. Pourquoi donc n'appliques-tu pas le nom de rhétorique aux autres arts qui ont aussi pour objet les discours, puisque tu appelles rhétorique l'art qui se rapporte au discours? Gorgias. C'est que Socrate, dans les autres arts, c'est à des travaux manuels et à des actes du même genre que se rapportent presque toutes les connaissances de l'artiste, tandis que la rhétorique ne comporte aucun travail des mains, et que tous ces actes et tous ces effets sont produits par des discours. Voilà pourquoi je prétends que la rhétorique a pour objet les discours, et je soutiens que ma définition est exacte. Socrate. Je me demande si je comprends bien ce que... J'espère que vous avez entendu bien. Donc, pour vous dire, j'ai bien dit que d'où ça venait le nom sophisme, qui désignait l'orateur et un professeur d'éloquence de la Grèce antique, dont la culture et la maîtrise du discours en font un personnage prestigieux dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, en particulier dans le contexte de la démocratie athénienne et contre lequel la philosophie va en partie se développer au sens moderne. Il désigne une personne utilisant donc des sophismes, des arguments ou des raisonnements spécieux pour tromper ou faire l'illusion. Donc, vous l'avez vu, vous avez entendu, c'était Gorgias qui parlait avec Socrate. Gorgias était un grand orateur, un sophiste, disons mieux. Pourquoi je dis sophiste? C'est parce que c'était un argumentateur dont son but n'était pas d'établir une vérité, mais de convaincre et de remporter la victoire au cours d'une discussion. Donc, ce que vous devez savoir. Donc, vous l'avez vu, Socrate lui a posé quelques questions. Gorgias, pour lui, il est persuadé d'avoir toujours des réponses à toutes les questions.
à absolument toutes les questions. Gorgias est persuadé, disons mieux, avoir une réponse à toutes les questions. Donc, c'est ainsi qu'il a dit à Socrate que oui, quelle que soit la question que vous me posez, j'aurai toujours une réponse pour vous. C'est là. Donc, et avec cette réponse-là, il va vous convaincre. Aussi simple que ça. Donc, Socrate lui demandait que, lorsqu'il professait, s'appelait comment? C'était quoi? Il disait que les sophistes voulaient avoir toujours raison. Toujours raison. Donc, lorsque Socrate lui demandait quel est l'art dont il professait, il parlait de la rhétorique. De la rhétorique, ben oui, dès qu'on parle de rhétorique, on voit l'orateur, on voit l'oratoire, disons mieux. On voit l'oratoire, c'est l'art de bien parler, l'éloquence. Donc, il faut bien vous dire, mes chers amis, mes chers enfants, ces hommes-là étaient des hommes bien formés, pouvant capables de persuader, pouvant vraiment persuader absolument, vraiment, vraiment tout le monde parce que ils avaient une voix de charmeur qui pouvait charmer vraiment tout le monde. Donc, c'est ainsi que il se disait que si un médecin arrive chez un malade et un orateur, en parlant de sophiste, un orateur arrive aussi, donc l'orateur se faisait choisir à la place du médecin. Pourquoi? C'est parce que l'orateur a la capacité de convaincre, a l'habilité de convaincre le patient. Pourquoi? Donc c'est ainsi. Donc Socrate, lui, n'avait pas vu ça ainsi. Donc il disait que le patient allait croire, ben oui, c'est parce que dès qu'un ignorant parle devant un ignorant, c'est ainsi, l'ignorant doit passer pour un savant. C'est ainsi. Donc pourtant, Socrate dit, si l'orateur parle devant une personne qui sait beaucoup de choses sur la médecine, donc l'orateur ne serait pas accepté. C'est ainsi. Donc, on l'avait dit dans l'intro, on va vous donner quelques sophistes, parmi lesquels ce que vous venez d'entendre, c'était Gorgias. J'ai bien dit 485, 380 avant Jésus-Christ. Gorgias était un rhétorique physique, sophiste, bien sûr, c'était un sophiste, un grand orateur, bien sûr. Pour lui, pour Socrate, pour Gorgias, disons mieux, la connaissance de l'être est incommunicable et inexprimable. Parce que pour lui, rien n'existe, quelque chose est. Pour Gorgias, rien n'existe, quelque chose est. Alors il est inconnaissable si l'être est. Il ne peut être pensé. Si l'être est, il ne peut être pensé. Ensuite, on va parler de Héraclite d'Éphèse, encore un sophiste. Héraclite d'Éphèse qui est venu avec ses principes. Il y a deux principes. Le principe du changement universel, tout change, rien n'est jamais pareil. La science, de ce fait, est impossible. Donc, il a présenté ça. Aussi, le principe de la lutte des contraires. Les contraires s'affrontent. Le conflit est le père de toutes les choses et celle-ci n'existe que pourtant qu'elles s'opposent à leurs contraires respectifs. C'est ainsi que Héraclite d'Éphèse parlait de la lutte des contraires et le principe du changement universel, c'est-à-dire l'eau qui coule aujourd'hui ne sera pas le même demain. Ne sera pas la même eau demain. Donc, l'eau qui coule aujourd'hui, vous voyez ça aujourd'hui, demain, ce ne sera pas la même eau. C'est ainsi. Tout change, rien n'est jamais pareil. Et bon, oui, je pense que cette vidéo arrive dans sa fin. Ce que vous devez retenir, c'est que le sophisme est un argument, raisonnement qui apparaît comme rigoureux et logique, mais qui en réalité est faux, malgré une apparence de vérité, vraiment. Aussi, on dit sophisme, c'est la doctrine sophiste, c'est celui qui
applique, qui utilise, donc qui est dans cette doctrine. Donc c'est ainsi qu'on appelle ces personnes-là. Ensuite, la sophistique. La sophistique est donc une technique argumentative et non une méthode d'investigation scientifique. Donc c'est ainsi. On, aussi, vous vous souvenez de Protagoras, 495-410 avant Jésus-Christ. L'homme est la mesure de toutes choses, de l'être, de celles qui sont du non-être, de celles qui ne sont pas. Ensuite, Gorgias, que rien n'existe, quelque chose est, alors il est inconnaissable si l'être est, il ne peut être pensé. C'est ainsi, et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, posez vos questions dans les commentaires. Partagez la vidéo, laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas, on est là pour vous aider. Si vous avez des questions, posez toutes vos questions, Bien sûr. Ciao, à la prochaine.